Bonsoir et bienvenue sur Miasme TV. Alors au programme ce soir, nous aurons, comme chaque semaine, Dino pour m'accompagner dans cette émission, avec aussi nos chroniqueurs Aurore, Lily, Amel et Philippe, pour parler ce soir d'un thème, la Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours, ou même c'est aujourd'hui, en fonction de quand vous regardez la télé. Et donc ça sera le thème central de cette émission. Deux invités ce soir. Le premier, il s'agit de l'un des organisateurs du salon Normandia, le salon médiéval qui va se passer à Rouen le 24 et 25 février. Et le deuxième, il s'agit de Vincent Macario, qui est un youtubeur qui milite pour la sensibilisation à la cause des personnes qui vivent dans la rue, à la cause des SDF. Voilà, et donc il a un gros projet qui va bientôt commencer dans quelques jours, il va nous en parler. Vous allez voir, il va avoir besoin de votre soutien. Ça sera juste un clic sur sa chaîne pour s'abonner, mais il vous expliquera tout ça lui-même. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'être effectivement sensible aux personnes qui sont autour de nous. Et en ce jour de Saint-Valentin, peut-être dépenser un peu moins pour notre chéri ou notre chérie, eux. Et puis, donner peut-être un peu plus d'argent à ces gens qui nous regarderont faire la fête, voilà. Donc, l'émission de ce soir est sous le signe de la solidarité. Allez, Magnéto Serge. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce 75e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, nous sommes sous le signe du partage, de la solidarité et de l'amour, parce qu'effectivement, cette journée de la Saint-Valentin, on a aussi pensé aux autres et on va inviter, entre autres, Vincent Macario, qui va venir nous parler de son action auprès des personnes de la rue. Et nous-mêmes, nous avons lancé une petite action, on vous en parlera tout à l'heure. Mais avant toute chose, salut mon ami Dino. Salut Dino, comment ça va? Salut Antoine, comment tu vas? Écoute, moi c'est super, tout va très bien. Bon, écoute, tant mieux. Donc ce soir, on parle d'amour et cette fameuse histoire de la Saint-Valentin, ça vient d'où? Elle date de quand? D'après ce qu'on comprend, alors la version la plus commune et la plus officielle, ce serait entre guillemets la version catholique, hein, avec plusieurs personnes qui se partageraient le nom de Saint-Valentin. Donc c'est des martyrs, hein, donc c'est ça, c'est le protecteur des amoureux, etc. Mais je voulais pas vraiment m'attarder sur la version que tout le monde connaît le plus. Moi, j'ai essayé de chercher, voir d'où ça pouvait prendre essence, etc. Et alors c'est très controversé parce que suivant qui écrit, il va te dire que c'est juste faire des corrélations entre elles, etc. Mais on pourrait faire une petite corrélation avec les Lupercales. Les Lupercales qui arrivaient à la même époque de l'année, en fait, c'est une fête romaine, en fait. C'est les fêtes dites qui sont reliées aux fêtes faunesques. Tu sais, la faune en latin, c'est une bestiole qui ressemblerait comme un satyre, en fait. Donc c'est ça, les fêtes faunesques, c'est toutes ces fêtes de bacchanal, en fait, entre guillemets. Hein. Donc ça viendrait peut-être de là, même si y a peu de liens entre eux, parce que c'est pas une fête des amoureux. C'est des fêtes festives, hein, c'est plus carnavalesque qu'autre chose. On aurait aussi une corrélation à faire avec le mois de Gamélion. C'est-à-dire le mois de Gamélion, c'est un mois qui avait à l'époque du 6e et 5e siècle chez les Grecs. Et c'était une fête de l'amour, c'est la fête du mariage. Donc on pourrait peut-être dire que ça aurait traversé 2000 ans jusque-là, pas certain. Mais la version officielle, donc, ça viendrait du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, du XIVe siècle, et ça viendrait du folklore rural anglo-saxon, en fait, de Grande-Bretagne. Alors, il y a des légendes qui disent que ça viendrait d'une fête rurale commune dans certains villages, une fois par an,
la femme avait le droit de se choisir, la femme mariée avait le droit de se choisir un compagnon de journée. Donc, c'est-à-dire devant tout le monde, en fait, hein, aux yeux du mari et du village, elle pouvait s'adonner à quelques entreprises érotiques, etc. Alors ça avait, suivant le village et suivant le mari, ça avait une certaine graduation là-dedans. Hein, on ne pouvait pas forcément tout se permettre. Mais donc ça venait de là. Et il y avait même des cas où on se choisissait, le village choisissait un prétendant et une prétendante. C'était les représentants pour la journée du couple et de l'amour, mais le couple pouvait durer plus de temps en fait. Hein. C'était même des gens mariés. Je veux dire, on pouvait choisir 2 personnes mariées qu'on rassemblait, et qu'on disait voilà, pendant un an vous êtes le couple qui représente l'amour. Donc ils avaient quelques petits privilèges, comme on peut dire. Donc le départ viendrait de là, et puis d'un fil en aiguille, la religion l'aurait récupéré via des vrais noms de martyrs, etc. En fait, ça viendrait au départ du chant, pas du chant, mais des oiseaux, en fait, comme quoi ce seraient les oiseaux qui choisiraient cette période de l'année du 15-14 février pour s'apparier. Donc, c'est-à-dire se mettre ensemble, en fait. Et donc, de là en là, c'est venu jusqu'à se faire des petites fêtes sympathiques au nom de l'amour et du couple. Qu'est-ce que je pourrais dire sinon qu'il y a d'autres pays aussi, parce que là j'ai parlé de la culture de la Saint-Valentin occidentale, mais je veux dire en fait dans le Moyen-Âge chinois il y avait une fête aussi qu'on pourrait apparenter à la fête de l'amour. Au Moyen-Âge chinois, au Brésil aussi c'est une fête, c'est la fête des amoureux, donc c'est encore autre chose. En Catalogne, c'est un saint particulier où la coutume c'est que les hommes reçoivent un livre et les femmes une rose. En Israël aussi, il y a une fête qu'on peut apparenter à la fête de l'amour, mais tout ça, en Israël, c'est par rapport à la religion. En Colombie aussi, en Iran, vous avez 2 fêtes qui représentent l'amour. Alors, c'est l'amour des mères, l'amour des filles, l'amour des femmes. Voilà. Donc, en fait, c'est ça pour expliquer que la Saint-Valentin, c'est une récupération commerciale, mais en fait, c'est pas tiré de rien, c'est tiré de fêtes traditionnelles qui fêtaient le couple ou l'amour ou le partage, etc. C'est ça. Voilà, c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Écoute, en tout cas c'est bien, on ne connaissait pas cette petite subtilité du Moyen-Âge où effectivement il y avait une journée comme ça off. Bon, ceci dit, c'est pour ça que l'Église a récupéré ça, parce que t'imagines, ça peut... Oui, non, c'est ça, il fallait bien mettre le holà à un moment donné, c'est évident. Après, je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, ça fait partie des légendes et du folklore, quoi. Ok. Bon, ça ira très bien avec ce qu'on va voir tout à l'heure avec nos chroniqueurs, hein, parce que je crois que Lily va nous parler d'altruisme, Aurore d'amour, Amel, si elle arrive à nous rejoindre, parce que je crois qu'elle est malade ce soir, va nous parler des pierres qui vont bien pour pouvoir se synchroniser avec l'amour. Et puis Philippe nous donnera quelques petits conseils un peu cocasses pour que cette soirée de la Saint-Valentin se passe bien. Voilà. Mais en attendant, on va avoir 2 invités ce soir. Donc dans une dizaine de minutes, nous aurons le plaisir d'accueillir Vincent Macario. Et avant Vincent, moi je voulais en profiter pour présenter un festival qui se passe à Rouen, au Parc des Expositions. C'est le 2e salon médiéval de Rouen, le festival Normania. C'est le 24 et 25 février, donc ça se passe sur 2 jours. J'ai rencontré l'un des organisateurs de ce festival, et entre autres, vous aurez le plaisir, alors pas pendant l'interview, mais si vous venez sur place, de voir en concert Luc Arbogast, que l'on a enregistré déjà lors d'une rencontre hors du commun. Comme l'échange avec le responsable du festival est un peu long, on va vous en mettre juste un extrait, et puis je vous invite à regarder l'interview complète dans une autre vidéo sur la chaîne Miasme TV. Allez, on se rend directement en Normandie avec Jimmy et le festival Normania. Bonjour Jimmy, comment vas-tu ? Ça va, on a un petit peu de soleil en plus, c'est cool.
Alors toi Jimmy, si j'ai voulu t'inviter ce soir, c'est parce que tu es le président de l'association Weg Vizir. C'est ça. Qui est une association d'animation viking, tout ce qu'il y a autour du thème des vikings. Donc c'est la reconstitution historique viking. Donc c'est vrai qu'il y a un côté animation avec des démonstrations d'artisanat, de combat, etc. Mais oui, c'est vraiment la reconstitution historique, quoi. C'est pas que de l'évocation, enfin de l'animation dans le sens un petit peu on fait mumuse. Il y a toute une démarche de recherche qui s'accompagne de tout ça, quoi. Entendu. Donc dans le cadre de ton association, tu organises avec la FFM, la Fédération Française Médiévale, le salon Normania qui se déroule le week-end prochain du 24 au 25 février. C'est ça. Alors, en quoi consiste ce salon? C'est la première édition? C'est la deuxième édition. On a eu une petite édition l'année dernière qu'on avait préparée en 3 mois parce qu'on a eu l'accord assez tardivement. Cette première édition, on a pas mal bossé pendant 3 mois pour essayer de faire un salon correct. Donc on avait 4200 mètres carrés d'exposition à peu près, c'était déjà pas mal pour 3 mois. Après le truc c'est qu'en 3 mois on n'a pas le temps d'avoir des subventions, des financements pour de l'animation. Donc c'était beaucoup de stands et puis un petit peu d'animation. Donc cette année, pour cette deuxième édition, vu qu'on a eu plus de temps et qu'on connaissait déjà un petit peu comment ça marchait, on a vu plus grand. On va avoir beaucoup d'animation, et puis on a pas mal agrandi parce qu'on passe de 4200 m² à presque le double, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ce salon? L'idée c'est de faire un peu comme une fête médiévale, comme un festival médiéval, mais en intérieur. Donc on va avoir pas mal des shops, des artisans, des revendeurs aussi de matériel médiéval, et des associations, des professionnels de l'animation, de la reconstitution historique qui vont venir démontrer un petit peu leur savoir-faire, donc animer un petit peu le salon. D'accord. Donc ça se passe sur 2 jours, 24 et 25 février. C'est ça. Heure d'ouverture 10h. Alors le samedi, on ouvre de 10h à 10h. De 10h à 22h, on fait un tour de cadran ensemble. Et le lendemain, c'est de 10h à 18h. D'accord. Alors au niveau des animations, c'est assez riche et varié. On gardera Luc Arbogast pour la fin. Mais si je prends ton programme, par exemple, vous avez invité Gueltaz le Fil, qui est un conteur. Damoiselles et damoiseaux, jouvencelles et jouvenceaux, orques, trolls et autres sorciers, bien le bonjour. Mon nom est Gueltaz le Fil. Alors on a aussi un autre conteur, ou troubadour, trouvère, comme tu l'appelles comme tu veux. Il s'agit de la fabuleuse histoire du Paragos. Alors lui, il est connu d'habitude sous le nom de chevalier de la cailletterie. Il est professionnel depuis un paquet d'années dans la reconstitution historique, on fait du spectacle, etc. Et là, il change un petit peu, histoire de varier ses animations. Il peut faire le chevalier dans son spectacle, mais là, il a décidé de faire un personnage un peu steampunk. Donc un personnage steampunk, justement, donc beaucoup plus moderne, mais qui va revenir sur ses origines un petit peu de chevalier. En fait, il se dédouble le personnage un petit peu. Lui qui a l'habitude de jouer le chevalier, là, il va jouer un petit peu comme le descendant du chevalier. Donc là, c'est histoire d'avoir un petit côté, parce que le steampunk étant un milieu qui n'est pas très développé, en tout cas par chez nous, l'idée c'était d'avoir, si on n'avait pas beaucoup d'exposants, de stands de steampunk, compenser avec des animations qui soient un petit peu dans cet esprit-là, quoi. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus à la mode, le steampunk. Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'était un petit peu, on le voyait pas beaucoup en France en tout cas, je sais que les Belges ont pas mal d'avance là-dessus, ils le font pas mal. Mais finalement, le fantastique, plutôt que de dériver sur le manga, comme c'est souvent le cas, je trouve ça plus sympa que ça dérive un petit peu sur le steampunk, ça permet des choses un peu plus modernes, des choses un peu post-apocalyptiques, un peu futuristes, et en même temps, ça colle aussi avec une époque victorienne ou l'époque grand siècle. Ça peut, voilà, tout ça, c'est l'époque des grandes inventions. C'est pas complètement incompatible, parce que ça fait partie des cultures de l'imaginaire. Alors, vous avez aussi invité Delphine Azoulay, du groupe Récréation pour tous. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous présenter, Delphine? Ouais, alors Récréation pour tous, c'est une personne qui est seule, pourtant, enfin qui est souvent bien entourée, mais qui fait pas mal, elle fait pas mal de salons, cette personne-là. Elle nous suit beaucoup, elle fait énormément de publicité, ça c'est super sympa sur les réseaux sociaux, parce que ça tourne énormément là-dessus. Et elle propose du maquillage pour les enfants, parce que ça plaît toujours, hein. Souvent dans les fêtes médiévales, les enfants, selon le profil de la fête, sont un peu laissés de côté. Donc, et des contes également, des contes sur l'histoire de la lèvre, donc c'est un petit peu à l'épolyvalent,
ça peut être pas mal ça. Alors j'en profite qu'on parle du stand de Delphine pour préciser que vous pouvez venir costumer à ce festival, et c'est même recommandé de venir costumer, parce qu'il y aura même un concours de cosplay. Alors c'est pas un concours de cosplay, parce que le mot cosplay il fait un peu science-fiction, manga, etc., ou personnage de jeux vidéo. Là on a préféré le concours de costumes, parce que la thématique est vraiment, bon, c'est par thème, hein, on a une thématique médiévale, une thématique vraiment axée sur le fantastique, et après une catégorie enfant. Donc là l'idée c'est que justement il n'y ait pas des Pokémon, j'ai rien contre les Pokémon, mais que les gens ne viennent pas déguiser en Pokémon, mais leur donner un thème pour que ça favorise un petit peu l'immersion, qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi. Donc les thèmes ne sont pas très très larges, mais justement c'est pour essayer d'avoir une ligne de conduite et que le salon ne devienne pas un peu un salon fourre-tout. Et donc le plus beau costume obtiendra une récompense. Alors on est en train de travailler sur les lots, on a un fonctionnement par boîte cette année, c'est-à-dire qu'on a fait faire des boîtes par différents artisans, des gens qui font du bois, des gens qui font de la personnalisation de boîtes steampunk. Et dans ces petites boîtes qui seront en fait des coffrets, il y aura pas mal de petites choses à gagner. Donc il y aura des galons, il y aura des couteaux forgés par des artisans, il y aura pas mal de matériel qui peut servir dans la reconstitution, mais comme dans la vie de tous les jours. Et il y aura aussi des bons d'achat dépensés sur place chez les artisans, parce que nous, le but c'est aussi que les artisans soient contents, et donc ils vendent. Donc là, on fera un fonctionnement de bons d'achat aussi, pour ces gens-là. Il y aura pas mal de choses à gagner. Ce sera des espèces de Wonderbox médiévales, avec pas mal de choses dedans. Alors ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir un petit groupe de folk médiéval, Ico Velona. Autre animation, celle des roulottes de Taberna Itinerantis et Taberna Incantae. Ah ouais. La Taberna, alors d'habitude, normalement, sur les différentes fêtes médiévales auxquelles elle participe, elle choisit soit l'un soit l'autre. Soit on a Taberna Itinerantis, soit on a Taberna Incantae. Itinerantis qui est plus basé sur le médiéval, donc c'est une espèce de roulotte de marchand, quoi. Elle présente le métier de mercier au Moyen-Âge, donc avec vraiment une approche très de recherche, vraiment une approche très pédagogique. Et Taberna Incantae qui est beaucoup plus dans le fantastique, voire dans le sorcière, quoi. C'est vraiment des potions sorcières, des vieux grimoires, donc une animation là qui est un peu plus sur le côté fantastique. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir le mix des deux dans le salon. Si on fait que du médiéval, ça va plaire qu'à des puristes et ça va pas faire venir forcément le grand public. Donc le fait d'avoir cette ouverture sur le fantastique, qui est pour moi un univers complètement compatible avec le médiéval, ça nous permet déjà de faire venir du monde, c'est quand même le but. Et puis de faire des animations variées aussi. Bon, c'est plutôt chouette. Puis nous avons aussi la présence d'un autre conteur. Il me semble en plus que je le connais, il s'agit d'un conteur corrigan, c'est Galitrap. Eh oui, Galitrap. On avait un conteur normand. Comme on ne veut pas être fâché avec nos amis bretons, on s'est dit on va prendre un conteur breton quand même. Donc le corrigan étant une créature issue des légendes celtes, notamment en Bretagne, on s'est dit qu'on allait faire venir, en plus il nous a proposé de lui-même de venir, donc on n'allait pas lui dire non. Il nous avait demandé, je crois, sur Facebook, acceptez-vous les corrigans conteurs? Puis je lui ai dû répondre, bah oui, sans problème. Puis ça s'est fait comme ça, quoi. Toujours dans le registre musical, tu as aussi invité une autre compagnie que je ne connais pas, mais je sens que je vais l'adorer, celle-ci. C'est une compagnie qui a inventé le folk and roll burlesque, c'est la compagnie d'Épi. Ça pèle! Et ça se lance comme ça. C'est un peu comme la danse des canards.
penser à une autre compagnie, quoi, qui s'appelle les Compagnons du Gras Jambon. Je ne sais pas si tu connais. Je les connais aussi et j'apprécie ce qu'ils font. Au moment où j'ai reçu pas mal de devis, j'ai demandé pas mal de troupes. Et malheureusement, j'ai dû faire un choix. Question de distance, question de coût, etc. Puis question de place aussi. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en jeu, donc je n'ai pas pu les faire venir. J'espère que ce sera possible pour une prochaine édition. Voilà, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, une 3e édition avec les Compagnons du Gras Jambon, ce serait vraiment génial. Bon, alors on n'a pas les compagnons cette année, mais on ne sera pas déçus pour autant, car vous avez quand même invité, on va dire, la personne, le groupe qui pour moi représente aujourd'hui le meilleur de la musique médiévale. C'est Luc Arbogast, hein, que je connais très bien, qui est déjà un habitué de Miasme TV pour l'avoir interviewé dans une rencontre hors du commun. Et il vient dans le cadre de sa tournée Ab Originem Fidelis, c'est son nouvel album.
Bon, donc je rappelle les dates, hein, ça se passe les 24 et 25 février au Parc des Expositions à Rouen, à partir de 10h le samedi jusqu'à 10h le soir, le samedi soir pour le concert de Luc, Arbogast, et puis le dimanche, pareil, 10h jusqu'à 18h environ. Et puis parce qu'on a des gens qui viennent d'assez loin, et aussi pour qu'ils puissent repartir dans de bonnes conditions, qu'ils puissent démonter tranquillement le dimanche soir avant de repartir. Bon, bah, écoute, Jimmy, moi j'espère que cette édition va se passer super bien, qu'il y aura beaucoup de monde. En tout cas, nous on sera là. Et puis voilà, que ça donnera lieu à une 3e édition. Jamais 203. Jamais 203. Allez, merci. Ciao. Donc voilà, je ne sais pas si... Ben non, toi tu ne seras pas, hein, Dino, à l'autre côté de l'océan, tu ne pourras pas. Mais bon, pour ceux qui sont dans la région, n'hésitez pas. Moi, je serai au moins le samedi présent au festival. Voilà. Bon, ben Dino, ce que je te propose, c'est qu'on accueille immédiatement Vincent qui vient d'arriver, Vincent Macario, donc qui a une chaîne YouTube du même nom et qui est une chaîne solidaire, on va dire. Hein, le leitmotiv de sa chaîne, c'est « Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut au moins aider quelqu'un ». Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous, merci à tous les abonnés, puis à la chaîne, et puis à vous aussi pour m'inviter. C'est génial qu'on puisse partager ce sujet qui est pour moi un sujet sensible qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, j'aimerais en parler publiquement et j'attends vos questions avec impatience. Alors déjà, pour te présenter, Vincent, t'as quel âge? Tiens, c'est une question que je pose très rarement, mais je trouve que c'est important par rapport à ce que tu fais. T'as quel âge, Vincent? Alors, en fait, j'ai 38 ans. D'accord. Et je suis content de les avoir, figure-toi, parce que c'est aussi toute cette expérience et tout ce vécu, entre guillemets, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir peut-être créer ce mouvement, comprendre aussi la détresse et la souffrance des autres à travers l'expérience, la longue expérience, parce que c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de barrières sur mon parcours, mais qui ont été très constructives puisque ça m'a beaucoup aidé justement à comprendre la personne qui souffre, à l'aider et puis à essayer de diffuser l'information via ma chaîne. Parce que donc nous on t'a clairement invité ce soir pour l'émission Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que dans moins de 8 jours, tu vas vivre une expérience de façon complètement volontaire. Hein. Tu vas vivre ce qu'on appelle une mise à la rue. Alors, en quoi ça consiste? Alors la réponse va être assez vaste. Déjà, je pense que la mise à la rue consiste à sensibiliser les gens par rapport au problème actuel qui est en train de se développer de plus en plus, dans le sens où la pauvreté se multiplie. Alors après, c'est vrai qu'il y a des codes politiques derrière, dans le sens où pourquoi elle se multiplie, je pense que c'est parce qu'on est beaucoup basé sur le capitalisme et de plus en plus. Et du coup, j'avais envie, à travers cette action, de pouvoir sensibiliser un public parce que je trouve que il n'y a rien de pire que passer devant un SDF et le snober, tu vois, dans le sens où ça pourrait être ton frère, ta petite sœur, quelqu'un que tu connais, et tu te dis merde, tu es à côté d'une personne qui est comme toi, qui est constituée de la même manière, mais pourquoi tu l'ignores? C'est-à-dire, pourquoi on passe à côté des passants sans forcément prendre de l'intérêt à l'être humain qui est constitué de la même manière que nous. Et je trouve ça dramatique de pouvoir être trop égocentrique dans notre société pour ne plus penser à l'autre. Et c'est ça que je voulais faire à travers cette action, c'est montrer que les personnes galèrent et que souvent, elles n'ont pas voulu se retrouver à la rue par hasard. Il y a de très bonnes raisons. Et ces raisons-là doivent être, à mon sens, exposées publiquement. Et ça, c'est important. Pour moi, si tu veux, c'était vraiment la barrière entre la théorie et la pratique. Parce qu'actuellement, c'est vrai que je fais beaucoup de théorie, même si je fais des actions, certes, qui ont aidé, qui ont permis de même sortir un SDF de la rue. C'est génial. Mais après, vivre ce qu'ils vivent, tu sais comment c'est, hein, c'est que tant que tu n'as pas mis le nez dans la merde, en général, tu n'arrives pas à ressentir ce qu'ils ont ressenti. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Et j'ai envie d'aller voir de plus près ce qui se passe, en faisant la quête, en dormant dans des squats, et en essayant de sensibiliser un public, notamment une audience YouTube, par rapport à mon audience qui représente plusieurs milliers d'abonnés, mais par rapport aussi à des personnes qui vont me voir pour la première fois et qui vont voir la réalité du terrain. C'est surtout ça. Donc voilà, grosso modo, pourquoi cette cause me tient à cœur.
Donc ça va se passer comment? Le 20 février, tu vas donc tout simplement partir dans la rue, les mains dans les poches, sans un rond, peut-être avec un pull un peu chaud, peut-être, je sais pas, tu vas nous dire tout ça. Et tu vas vivre en immersion. Ouais. Tu vas en profiter pour sensibiliser donc effectivement le public à ce qu'est la réalité d'être dans la rue, de vivre dans la rue, de dormir dans la rue. Hein, en fin février, il peut encore faire des froids de canard. Et du coup, tu vas faire des vidéos tous les jours, ou presque tous les jours, tu nous diras ça, de façon à ce qu'on puisse voir cette évolution. Voilà. Alors, déjà, tu pars comment? Les mains dans les poches, comment tu pars? Comment tu vas? Alors, tu sais quoi, je ne me suis pas préparé du tout, en fait. À part psychologiquement, mais physiquement parlant, zéro préparation. C'est-à-dire, j'y vais un peu freestyle dans le sens où, pourquoi j'y vais freestyle? Parce que j'essaye de vivre de la manière la plus cohérente possible par rapport à un mec qui se ferait par exemple virer de chez lui, qui perdrait son boulot, qui perdrait tout et qui se retrouvait dans la rue. Donc je me suis dit, si je me prépare, finalement, quel est vraiment l'intérêt? On va pas pouvoir vraiment s'identifier à une vraie action, tu vois, vraiment ce que la personne a vécu. Donc déjà, il y a zéro préparation, mis à part le pull chaud, comme tu disais il y a quelques instants. Et ça, je vais prendre un gros blouson, un pull chaud. Je suis passé chez Frank Ropers aussi sur les techniques de rue, si jamais il y a une agression. Bon, même si j'ai un peu boxé plus jeune, tu vois, on sait jamais. Le mec, il sort un couteau, il vaut mieux savoir se défendre. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de violence dans la rue, et je peux le concevoir, parce que les mecs qui sont plus bas, je pense que des fois, tu dois avoir une haine contre l'État, contre les citoyens, contre les gens qui te snobent dans la rue et qui passent devant toi. Et du coup, tu vois, cet amalgame de choses font que, pour moi, la priorité est d'improviser cette situation. Alors après, je vais essayer de faire preuve de matière grise sur le terrain pour pas forcément trop galérer, parce que je pense que la galère, je vais certainement la connaître, ça c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être une forme pour moi, de télé-réalité, tu vois. Même si ce mot, je l'aime pas, là, il va être utilisé à bon escient. Dans le sens où on va faire de la télé-réalité pour exposer un problème publiquement et essayer, je dis bien, de le défendre. Et ça va être génial, parce que ça va certainement interpeller les gens, ils vont voir ce que je vis au quotidien, je pense que je vais me retrouver dans des situations insolites, tu vois, c'est certain, en faisant la quête déjà, parce que je vais venir évidemment sans argent, en allant voir les SDF et en essayant de les aider, et puis surtout essayer de dormir quelque part, j'espère que je vais me démerder pour trouver des squats qui n'ont pas trop galéré non plus, tu vois, mais ça sera sur cette base en pur freestyle, quoi. Mais est-ce que tu y as pensé ou est-ce que enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu l'idée de te dire, est-ce que ça se peut que tu sois rejeté? Tu sais, par exemple, je sais pas si admettons, tu zones dans un passage en particulier, tu te dis, ah bah tiens, je pourrais me caler ici, mettons, il fait chaud, il y a du monde, etc. Et les mecs te diraient, ouais, mais toi, man, entre guillemets, t'es pas un vrai. Tu sais, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, en fait, mais tu sais, dans le sens que ils auraient du mal à t'inclure dans leur gang, entre guillemets, parce qu'ils s'identifieraient pas à toi, en fait. Parce que ton parcours a pas été, entre guillemets, une dégringolade ou une cascade ou certains événements qui ont fait que, tu sais, c'est vraiment un choix, on va dire, social, dans le sens que, tu sais, tu veux essayer de faire, d'après ce que tu dis, d'après tes vidéos, tu veux essayer de faire raisonner les gens, un peu de les faire voir ce que c'est, en fait, finalement. Toi, en étant autre que dans la rue, tu vas exprès dans la rue, tu sais, pour que tout un chacun s'identifie à toi en tant que personne qui a testé le truc. Je comprends ton idée, mais est-ce que tu n'as pas peur justement que dans le concret, tu sois pas bien accepté et par les gens qui sont dans le besoin et par les gens éventuellement qui t'ont vu par exemple sur internet, qui vont dire oh mais lui, tu vois, j'ai pas envie de l'aider parce que c'est son truc, c'est pas vrai, etc. Je dis pas que je cautionne ça, hein, je dis juste je me pose la question, tu vois. Je me dis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'expérience sociale en elle-même. Je pense que c'est un très bon raisonnement. Après, une chose est sûre, c'est que faux SDF ou vrai SDF, dans tous les cas, je vais essayer de sensibiliser les gens. Donc, même si le mec me voit avec une caméra et il dit mais pourquoi tu fais ça, mec? T'es pas à la rue, t'es un faux, t'es un fake. Je vais dire ouais, certes, mais ce que je fais, c'est pour défendre ta cause. Donc, soit tu l'acceptes et tu dis que je peux changer les choses, peut-être à mon petit niveau, soit je me casse et c'est tout. Ou soit ça partira en couille et c'est le risque. Je pense qu'il y a 3 possibilités. Et dans tous les cas, je le fais, même si je suis faux. Mais même en étant faux, je pense que ça va être quand même compliqué, tu vois, parce que mentalement, me retrouver à la rue comme ça,
Je veux dire, dans tous les cas, tu te dis, waouh, il faut trouver les ressources nécessaires dans l'instant présent, même si tu sais qu'après, tu vas rentrer chez toi, peut-être quelques semaines après, avec un toit. Dans l'immédiat, t'en chies peut-être autant qu'eux, sans avoir peut-être la psychologie que eux vivent, dans le sens où ils ont une incertitude totale. Non, mais c'est sûr, oui, bien sûr. Tu vois? Donc, dans tous les cas, c'est pour la bonne cause. Ouais, je remettais pas ça en doute du tout. Ouais, Mais ouais, ouais. j'ai vu tes vidéos et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires de gens qui s'en prenaient à toi. Tu avais même fait, j'ai vu un vidéo pour expliquer, genre, pour répondre à la personne qui t'avait envoyé des messages. Donc je me dis sûrement que tu vas être embêté. Enfin, en tout cas, on va prendre ton message peut-être pas de la bonne façon. C'est ce que je me dis. Oui, mais à la fois, qu'on le prenne de la bonne ou pas, le principal, c'est que je sois sûr que moi, je sois en accord avec ce que je veux faire. Ah non, mais tout à fait. Peu importe le cliqueur, parce que tu sais, là, ce que je disais à Antoine en début de vidéo, je disais qu'il y a un mec là, qui a fait une vidéo sur moi actuellement, qui a 400 000 abonnés, elle tourne sur Internet, et là, elle vient de faire 50 000 vues à l'instant depuis ce matin, ou même 60 000, et il m'a fait une vidéo de 20 minutes consacrée à moi, sur le fait que j'exploite les SDF, que je suis un arnaqueur, que ce que tu veux, tu vois, des conneries pareilles. Et il y aura toujours des mecs comme ça. Mais ce que je leur dis et ce que je veux dire aux gens qui pourraient douter de la sincérité de mes actions, c'est que tôt ou tard, en fait, l'avenir de la chaîne leur dira si ce que je fais, c'est vrai ou faux. Parce que dans l'immédiat, c'est toujours... Quand il y a un mouvement qui se crée, peu importe la cause que tu défends, tu auras toujours des critiqueurs. Et tu vois, je trouve ça terrible que l'être humain, en fait, puisse juger à ta place. Limite, il va penser ce que tu penses. C'est quand même grave, quoi. Non, mais c'est l'air du temps, ça, c'est l'air du temps, ça, c'est l'air du temps. Et oui, c'est l'air du temps. C'est l'air aussi je pense, de notre système qui nous conditionne dans le sens capitaliste du terme, tu vois. Et ça, je trouve ça dramatique, quoi. Vraiment. Et après, je peux concevoir que les gens, face à leur passé ou face aux mauvaises expériences qu'ils ont vécues, te jugent par rapport aux situations que tu vas vivre. Ça, c'est certain. Donc, je les accueille. Tu sais, c'est comme au judo. J'essaie de me servir de la faiblesse pour en faire une force, tout simplement. Je comprends ça. Alors, Yes. malgré tout, tu t'es quand même mis un challenge. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ouais, bon, allez, Vincent, il se la joue facile, il va effectivement aller faire son expérience en immersion, etc. Et puis quand il fera trop froid ou quand il aura trop à la dalle, il va revenir. Et que nenni, hein, tu t'es mis un challenge que tout le monde pourra vérifier et tout le monde pourra vérifier si tu tiens cette limite ou pas. Et quelle est cette limite du coup? Excellente question. Excellente question et elle est extrêmement pertinente parce que la plupart des gens se posent cette question-là et ils sont tellement curieux que limite ils voudraient la connaître à l'avance, la réponse. Mais ils peuvent pas le savoir. J'ai envie de te dire qu'on pourrait imaginer n'importe quoi, c'est-à-dire que je pourrais très bien faire croire que la journée, je suis, je sais pas, tu vois, je suis à la rue, certes, et la nuit, je tourne une scène et puis je rentre à la Casbah avec ma femme qui m'attend tranquillement au lit. Ça aurait pu être une éventualité. Mais je me sentirais trop mal face à cette situation et j'ai tellement envie de vivre cette expérience, tu vois, dans la pure authenticité, que je vais vraiment tout donner pour la vivre comme quelqu'un qui la vit. Donc ça veut dire que je vais prendre les risques. Alors avec modération, je pense, je vais quand même faire gaffe, tu vois, je vais essayer de faire attention par rapport au regard de l'autre, par rapport au squat que je vais squatter, par rapport à l'influence qu'il peut y avoir sur un réseau aussi, parce que tu sais, il paraît que les SDF, ils ont des espèces de réseaux comme une espèce d'entreprise, dans le sens où ils ont un peu leur squad de quête avec leur clientèle. Ça peut être un mini-commerce. Hein. Du coup, toi, si tu arrives au milieu et que tu fais ta quête un peu freestyle et que tu t'intègres d'une manière un peu différente, d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire, c'était essayer de faire la quête, mais différemment pour obtenir de l'argent pour moi, mais si j'en avais un peu plus, le redistribuer dans la rue la journée. Donc quelque part, ces a priori sont pas forcément pour moi très importants, dans le sens où je sais pourquoi je le fais une fois de plus, et peu importe, en tout cas je vivrai l'expérience jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et le bout il est où? C'est-à-dire, tu vas rentrer au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, ou est-ce qu'il va y avoir un événement qui va faire que tu vas rentrer? Alors ça aussi, ça fait polémique sur Internet en ce moment, parce que je me suis fixé un seuil de 100 000 abonnés. Alors les gens, ils sont là, oh, tu fais ça pour des abonnés, putain, t'es un escroc et tout. Les gens pensent que, encore une fois, c'est une intox, dans le sens où ils disent, le mec, il fait ça pour avoir des abonnés. Ça, c'est une phrase que je reçois à peu près, allez, 5-6 fois par jour, avec des commentaires où on me dit, tu fais ça pour avoir plus d'abonnés, pour faire le buzz, etc. Et je leur dis oui,
Mais bien sûr, je le fais pour des abonnés, pour faire le buzz. Parce que quand tu as plus d'abonnés, tu as plus de personnes qui partagent. Et quand tu as plus de personnes qui partagent, tu peux aider plus de gens. Donc pourquoi ne pas avoir un seuil d'abonnés qui me permet justement de démultiplier mes actions sur le terrain? Et au-delà de ça, YouTube, c'est un véritable support médiatique dans le sens où ça permet, comme la télévision, de pouvoir exposer ça au grand public. Donc on a des technologies qui nous permettent de se servir de choses qui dénoncent, qui permettent de voir, qui permettent aussi de réaliser que cette réalité existe, autant s'en servir. Donc je me suis fixé un seuil de 100 000 abonnés. Alors ça va être chaud parce que là je suis à 26 000 abonnés, et encore. Depuis la vidéo qu'on vient de passer, il y a une petite diminution depuis une heure et demie, là, il y a une descente en flèche. Mais je pense que les 100 000 abonnés, ce sera possible. Après, si j'y arrive pas, c'est sûr que je vais pas rester 1 an dans la rue pour risquer ma vie non plus. Je pense qu'il faudra que j'abandonne le challenge. Et puis de toute façon, ma copine me ramènera à la réalité. Hein. Je pense au bout d'un moment, elle me dira, bon, tu rentres à la maison, t'arrêtes tes conneries. Au bout d'un moment, ça va être compliqué. Ouais, c'est clair. Alors, pour ceux vraiment qui penseraient ça, que tu fais ça pour avoir des abonnés, mais à titre vraiment personnel, pour l'appât du gain, on va dire. Mais les gars, mais faites-le, quoi. Dormez 2 nuits dans la rue et vous allez voir, moi je m'amuserais même pas, même si je savais que j'avais 100 000 abonnés à la clé. C'est vraiment trop galère. Pour moi, c'est une profession de foi de ce que tu fais, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 2 mondes entre la théorie et la pratique. Ouais, la théorie, c'est oui, c'est bien, on a la compassion, etc. Mais après, y être, le vivre, être en immersion, etc. Voilà, moi je trouve que c'est faut en avoir, et c'est pour ça tout à l'heure je te demandais ton âge, parce que 38 ans en plus c'est pas souvent un âge à laquelle on se donne ce genre de défi. On fait plutôt ça quand on a 20 ans, 25 ans, tu vois, on est encore un peu insouciant, on va dire. Non, là tu le fais vraiment en connaissance de cause, tu sais ce que c'est. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à la cause des gens qui sont dans la rue? Ça, c'est un peu particulier parce que je me suis toujours intéressé à la souffrance de l'autre, entre guillemets. J'ai toujours été beaucoup dans l'empathie avec les gens. Et on va dire que c'est depuis tout petit, je pense. Peut-être que c'est parce que j'ai souffert aussi moi. Et du coup, quand il y a des gens qui souffrent autour de moi, j'ai toujours voulu leur tirer la main, en tout cas essayer de contribuer à les aider d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression que ça sera toujours comme ça parce que c'est une vocation, quoi. Et j'aime le faire, tu vois. Et j'aime voir dans les yeux de l'autre que tu as réussi quelque chose, tu vois. Tu dis, waouh, le mec, tu l'as rendu heureux. Et en même temps, tu te rends heureux, toi, parce que c'est un double acte, en fait. C'est ça qui est génial. Une double communication. Ouais, c'est tout à fait vrai. Alors, on en a parlé déjà ensemble. Et j'y avais pas pensé effectivement avant. Le fait de t'inviter, moi, ça m'a inspiré. Et du coup, j'ai voulu aussi lancer un petit mouvement, justement, là, comme c'est une vidéo qu'on sort pour la Saint-Valentin, où tu vas avoir dans la rue, le soir de la Saint-Valentin, plein de gens amoureux qui vont aller dans des grands restaurants, qui vont s'offrir des fleurs, des bagues, des chocolats, etc. etc. Moi, ça m'a inspiré, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait peut-être pas un geste, tu vois, pour les gens qui sont dans la rue, et de se dire, eh bien, au lieu d'aller offrir un gros bouquet de fleurs à sa copine ou à son copain, peut-être lui offrir qu'une rose, économiser l'argent, parce que de toute manière, le geste il sera, le plaisir il sera, et puis en plus elle comprendra ou il comprendra, et puis l'argent économisé, eh bien, aller le donner à un SDF, à quelqu'un qui est là, qui lui pourra, s'il a un copain ou une copine, il pourra peut-être pas la fêter la Saint-Valentin, et voilà, essayer de leur apporter un petit peu de bonheur ce jour-là. Donc on a créé une vidéo qui s'appelle 20 € pour la Saint-Valentin, et l'objectif il est vraiment super simple. C'est le jour de la Saint-Valentin, vous allez voir quelqu'un que vous croisez peut-être tous les jours, comme le disait Vincent. Peut-être que tous les jours vous passez devant lui, vous le regardez même pas. Et bien ce jour-là, vous pensez à nous, vous vous dites, eh bien je m'arrête, allez, je lui donne 20 €. J'essaye de discuter un petit peu avec lui, hein, c'est pas juste le fait de donner un billet, essayer de savoir comment est-ce qu'il s'appelle, voilà, s'il va bien, etc. Et puis si vous êtes trop timide, c'est pas grave, il y a des associations, hein, vous pouvez donner à l'association l'Abbé Pierre, etc. Et puis au moins, faire une chose, c'est de partager un maximum
la petite vidéo de présentation qu'on va vous montrer dans quelques secondes pour lancer le mouvement. Et plus il y aura des gens qui la regarderont, plus il y aura des gens qui seront sensibilisés, et peut-être qu'il y aura plus de personnes qui donneront et qui feront un heureux comme eh bien j'ai fait un heureux moi avec Jimmy, et c'est vrai que j'étais presque plus heureux que lui après lui avoir donné. Ça revient à ce que tu disais, c'est que finalement partager, tu reçois tout autant si ce n'est plus. C'est ça qui est excellent. Et puis, ce que tu as fait, ce que vous avez fait, c'est génial. Parce que tu sais, moi, il y a, et je reparle de la force médiatique, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand tu fais ce genre de geste, en fait, au-delà d'aider la personne en question, tu vas inspirer les autres, surtout si c'est exposé médiatiquement. Et moi, chaque jour, je reçois des messages en me disant bah, tu sais, grâce à toi, j'ai donné un SDF. Grâce à toi, j'ai filé un pull à SDF. Grâce à toi, j'ai amené un petit repas à SDF. Putain, là c'est hyper valorisant parce que tu as mis une action en place une fois et l'action se démultiplie autour des personnes qui l'ont vue. Et si pour la Saint-Valentin, ça pourrait marcher autant, si chaque personne voyait ta vidéo et la partageait et pourrait se dire putain, ce soir, je vais aider quelqu'un pour la Saint-Valentin, et il pourrait même prendre sa caméra, tu vois, filmer comme tu l'as fait, parce qu'après, c'est ça la force d'Internet, c'est que ça va permettre un marketing, comme on dit, viral, tu vois, ça va permettre une puissance virale. Et ça, c'est formidable. Franchement, c'est génial, et je t'encourage vraiment, et comme je t'ai dit, ça serait génial qu'on puisse faire le relais après avec ce jeune, pour l'aider vraiment à sortir de la rue aussi. Ouais, ça serait très très bon projet, on en reparlera une fois que tu seras sorti de la rue. En attendant, allez, on regarde la vidéo. Salut, je m'appelle Antoine. Bonjour. Vous c'est comment? Jimmy, enchanté. C'est Jimmy, salut. Oui. Alors, on vient vous voir Jimmy parce que avec quelques amis sur YouTube, on lance une action solidaire. Voilà. Là c'est la Saint-Valentin dans quelques jours, et puis on se dit que les gens, au lieu d'acheter un gros bouquet pour leurs copains ou leurs copines, ils pourraient n'acheter qu'une petite fleur. Ouais. Et puis vous donner de l'argent pour que vous, peut-être, vous passiez notre Saint-Valentin. Je sais pas si vous avez une copine ou voilà, ou en tout cas même comment il s'appelle lui? Salut Moustache. toi. Ça s'appelle Moustache. Voilà. C'est une petite moustache. Même avec moustache. Voilà, histoire que vous sentiez pas seul ce jour-là. Oui, ça serait pas mal, oui, c'est clair. Si Hein les gens ils pouvaient partager leur richesse et un peu moins leur misère, ça irait mieux, quoi. C'est clair, ouais. Voilà, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes dans la rue? Si, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans, ouais, depuis que j'ai 20 ans. Donc, une fois qu'on devient majeur, hein, de toute façon, hein, la société, on est voué à soi-même. Hein, Et vous y voyez une issue? non. Non, parce que c'est facile de tomber dans la rue, mais pour sortir de la rue, c'est 10 fois plus compliqué, quoi. Bah oui, parce qu'il faut un travail pour avoir un logement, mais il faut un logement pour avoir un travail. Donc au final, le chien il se part la queue et puis on n'avance pas, quoi. C'est ça. Puis il n'y aura pas un patron qui te donnera la chance de te donner un travail et un logement, quoi. Ça, c'est pas possible. Il a 62 CV sur son bureau, il va pas se faire chier avec un mec qui dort dehors. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un sweat? Oui, je veux bien. Désolé. Oh, je vous en prie. Faudra faire ça le jour de la Saint-Valentin aussi. Un sweat tout chaud. C'est cool, merci beaucoup, madame. Bonne journée, bon courage. Merci, bonne journée, madame. Ah si, c'est un bon sweat. Voilà, ouais, il est bien. Non, franchement, Non, il a l'air chouette. ouais, il est bien, ouais, franchement, c'est un beau. Bon, mais voilà. Ce serait bien que tout le monde fasse ça. Et puis nous, ce qu'on veut faire, on veut lancer l'action 20 € pour la Saint-Valentin. Et en fait, je vais vous filer 20 €. Et puis comme ça, vous allez pouvoir faire la fête, je sais pas. En tout cas, peut-être. Pas la fête, mais les croquettes, ils sont là, donc il n'y a pas besoin de les acheter. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir vous faire plaisir et puis faire plaisir à Moustache pendant que les autres ils font la fête. Voilà, c'est cool. Et on pense à vous. Merci, c'est gentil d'être là. Merci beaucoup. Allez, bon courage, Jimmy. Merci, c'est cool. Donc, tu vois, c'est ce que tu disais, Vincent. Hein, moi, l'idée m'est venue parce que j'ai regardé ce que tu faisais sur ta chaîne. Voilà, j'ai été sensibilisé par ton action. Donc, tu vois, ton action, finalement, elle se démultiplie. Et j'espère que l'action là qu'on mène, elle va aussi se démultiplier. Et puis, si vraiment vous êtes trop timide, si vous sentez pas d'aller voir quelqu'un dans la rue comme ça, lui parler, mais vous êtes sûrement quelqu'un aussi à côté de chez vous. C'est peut-être un ami qui sera seul le jour à Saint-Valentin. Invitez-le à déjeuner. Au moins, vous serez peut-être plus rassuré comme ça. Exact. Et comme je disais sur la plupart de mes vidéos, et comme tu le disais en début de vidéo,
Ce slogan est très révélateur. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et je crois qu'on a tout dit, dans le sens où si chacun a amené sa petite pierre à l'édifice, on pourrait faire des miracles sur notre planète. On pourrait même peut-être irradier un jour la pauvreté. Mais pour ça, il faut juste se bouger un peu le cul et avoir la volonté de le faire. C'est tout. C'est ça. Bon, en tout cas, Vincent, on a vraiment été très heureux et puis très fiers de te recevoir ce soir. Moi, je trouve que vraiment tu mènes une action d'utilité publique. Donc, on pourra suivre très régulièrement tes vidéos sur ta chaîne Vincent Macario. Donc, vous tapez son nom, son prénom sur YouTube. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question, ouais, mais alors comment il fait pour mettre en ligne la vidéo, etc. En fait, tu vas collaborer avec quelqu'un qui va venir récupérer ta carte SD tous les soirs. Et puis, c'est lui qui fera les mises en ligne. En fait, je vais prendre une petite caméra, très discrète, une caméra vlog, où je filmerai quand je pourrai filmer. Et après, le montage sera fait par quelqu'un qui va récupérer la carte SD et qui va la mettre en ligne tous les soirs. Lui, il habite pas loin de où je vais squatter. Donc du coup, ça va permettre le soir, quand il rentre, parce que c'est un jeune qui a 17 ans, et il y a sa mère qui l'héberge, et ça va lui permettre de faire le montage et de le mettre en ligne. J'espère que ça va être bien suivi, que chaque jour, on puisse avoir une vidéo, c'est l'objectif. Et lui, il me suit à 200% et j'espère que l'engouement sera aussi important vers la communauté YouTube et que vous aussi, vous allez pouvoir me suivre, quoi. C'est ça. Et donc, si vous voulez que Vincent puisse retrouver sa petite copine avant la fin de l'été, voilà, vous vous abonnez à sa chaîne. Et puis, n'oubliez pas, quand vous abonnez à nos chaînes respectives, cliquez sur le petit carillon, la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes de suite informé au moment où elle est mise en ligne. Voilà. Bon bien Vincent, je te remercie et puis moi je te donne rendez-vous, tu sais quoi, une fois les 100 000 abonnés passés, comme ça tu viendras nous raconter vraiment comment ça s'est passé. On fera même une émission, si tu veux bien, une émission spéciale dans le cadre d'une rencontre hors du commun. Avec grand plaisir et je vous souhaite beaucoup de bonheur sur votre chaîne, bonne continuation à tous. Et bon courage à toi surtout. Ouais, merci. Merci Odo, merci pour tes bonnes ondes. C'est cool. À plus. Ciao Vincent. Salut. Ciao. Bon écoute, dis-nous ce qu'on va faire. On va accueillir tous nos amis chroniqueurs qui sont là ce soir réunis pour cette soirée spéciale Saint-Valentin. Bonsoir Aurore. Bonsoir tout le monde et joyeux Saint-Valentin. Merci bien. Bonsoir Amel. Bonsoir tout le monde. Désolé pour la voix. Tiens-toi au chaud, on te fera passer en premier et tu pourras te remettre ensuite au chaud sous ton lit. Alors, Lily est là aussi ce soir. Bonsoir Lily. Salut, bonsoir à tous et bonne Saint-Valentin. Merci. Et puis, Philippe, comment ça va? Tous, pareil comme tous, bonne Saint-Valentin et que l'amour soit. Et que l'amour soit. Alors, Philippe passera en dernier et on demandera sûrement aux enfants de se coucher un peu avant, parce qu'il nous donnera quelques conseils techniques pour la Saint-Valentin, pour en passer une bonne Saint-Valentin. Voilà. Alors, Dino, par qui est-ce que nous allons commencer? Peut-être par la grande malade? Oui, par Amel, parce que comme ça, elle va pouvoir retourner au show. Écoute, tu voulais nous parler de cristaux de la Saint-Valentin? Alors, je voulais parler de quelques cristaux, de la rhodochrosite cristallisée. Alors, je ne sais pas si tu connais. Non. Non. Non, ça te dit rien. Rien non plus pour Lily, la rhodochrosite cristallisée. La rhodochrosite cristallisée, c'est une pierre d'un rouge assez intense, tu vois un peu. C'est beau. C'est magnifique, hein. Ouais. La rhodochrosite cristallisée, c'est une pierre qui guérit les peines de cœur. C'est une pierre qui rend l'amour plus concret et concrétise les sentiments. Voilà, c'est vraiment une pierre. C'est une pierre à avoir quand on a besoin de réparer ses sentiments ou de réparer les blessures que l'on peut porter. Ensuite, il y a une pierre que j'avais envie de présenter, que personne ou très peu de gens connaissent, c'est la spinelle rose. Tu vois? C'est plus vif, on dirait. Ouais. C'est ça. C'est beau. C'est rouge, c'est presque violacé. C'est une pierre qui va ancrer le couple. Alors pour les amoureux qui sont un peu dans
les rêveries d'amoureux, ben, la spinelle va les aider à se concrétiser dans leur matière, tu vois, à prendre les choses en main et à poser des actes, et au lieu de rester à rêver leur histoire. Enfin, il y en a une que j'aime bien, et ça va être très concret, tu vois. Wow. Ouais, c'est un saphir bleu. Le saphir bleu, c'est la pierre de la fidélité dans le couple, mesdames et messieurs. C'est la pierre qui signifie que, on se lie à la personne et on ne compte pas aller rendre visite à d'autres personnes, comme on dit symboliquement. Et c'est une des pierres que tu retrouves depuis l'ancienne Perse, dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de légendes, parce qu'aussi bien les Égyptiens avaient conscience de la magie autour du saphir, que les rois en avaient également conscience. C'est une pierre qui est aussi symbole de royauté, tu vois, de noblesse, d'actes nobles et de gestes nobles. Voilà pour ce qui est du saphir. Alors désolé, mais ma voix elle déraille trop, donc je vais vous dire, pour finir, la dernière pierre que je vais vous montrer, c'est le cristal de quartz rose. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, ouais. Mais en fait, après, le quartz rose cristallisé, c'est un quartz rose qui est plus fort que le quartz rose traditionnel et conventionnel que tout le monde connaît. C'est un cristal qui va ouvrir ce qu'on appelle la conscience de cœur. Alors, quand une personne se met en couple avec une autre, spécial Saint-Valentin, le quartz rose cristallisé est une pierre qui a tout son sens, parce que c'est vraiment l'acte d'offrir son cœur à l'autre, tu vois, pour ne faire. C'est beau. Voilà, très beau, hein, le quartz rose cristallisé. C'est plus fort et en symbolique et en énergie que le quartz rose traditionnel. D'accord. Voilà. Tu nous as bien présenté ça. En plus, tu l'as fait. Je trouve moi qu'il y avait comme une sorte d'étape au début de la relation, puis ça va jusqu'à donner complètement son cœur. C'est très beau. Voilà, il a donné complètement son cœur. Et la dernière pierre, tu vois, qui clôture ce processus d'étape amoureux, c'est le diamant 32 carats. La dernière étape, non? Écoute, de ne pas te moquer d'une femme qui a perdu sa voix, tu vois. Donc, j'ai cassé ma voix, mais pas en chantant, alors personne ne se moque. Tourmaline rose, c'est pour donner un axe à l'amour et une structure. Tu vois? D'accord. Donc, maintenant, avec ça, tu l'as dit toi-même, c'est évolutif, c'est toutes les étapes. En fait, il faut toutes prendre ces pierres, puis tu les sors au bon moment, en fait. C'est ça, exactement. Selon l'étape amoureuse dans laquelle tu es avec la personne. Mais oui, ok. Ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Très intéressant. Puis repose-toi. Merci. Est-ce qu'on a le droit de te poser une question avant que tu t'en ailles? Bien sûr que tu peux, Lily, même si j'ai plus de voix. Je suis désolée, mais juste, c'est très simple, c'est savoir, est-ce que c'est des pierres qui coûtent cher, en fait? Est-ce qu'on les trouve facilement? Alors, tu les trouves toutes facilement. Désolée, la voix part et revient. Tu les trouves toutes facilement. Après, ça dépend laquelle. Parce qu'effectivement, alors pour faire simple, la rhodochrosite cristallisée n'est pas très coûteuse. La spinelle rose est considérée comme pierre précieuse, donc extrêmement coûteuse. Le saphir bleu, si tu le trouves brut, il n'est pas coûteux. S'il est taillé, comme un joli bijou, il est forcément coûteux. Toutes les pierres taillées sont coûteuses. Ça, c'est un fait. Le quartz rose cristallisé n'est pas du tout coûteux. Et la tourmaline rose a un prix tout à fait abordable. Donc, super. La spinelle rose qui est pierre précieuse et le saphir bleu, les autres sont coûteux. Mais après, enfin, peu coûteux, pardon. Mais ça va. On s'en sort. C'est pas non plus le diamant, tu vois. Ouais. Donc, tout va bien. Même les gens moins fortunés pourront résoudre leurs problèmes de cœur, quoi. Tout va bien. Pourront soigner leurs problèmes de cœur. Les gens moins fortunés pourront se tourner, comme tu dis, pour soigner leur peine de cœur vers la rhodochrosite cristallisée. Après, encore une chose qu'il faut savoir, quand une pierre elle est cristallisée, elle est plus intense au niveau de son travail. Donc, tu vois la taille d'une rhodochrosite cristallisée, c'est quand même tout minuscule. Ça, tu vois, c'est une émeraude brute. Au niveau de la taille, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est vraiment très peu coûteux. Ok. Ah,
Voilà, j'espère que je t'ai répondu à ta Ouais, question. merci, super, merci beaucoup. Mais je t'en prie, je t'en prie. Désolée de vous quitter aussi vite, mais ma voix m'a quitté ce matin. Bisous Amel, à dans 2 semaines. Salut, Saint-Valentin à tout le monde. Hein. bonne Saint-Valentin. Bye bye. Alors, Dino, Je pense qu'on pourrait discuter avec Aurore. Aurore voulait nous faire partager son ressenti sur l'amour, sa façon de voir l'amour et ce qu'elle en pensait. En fait, quand j'ai pensé à ce soir, à ce que j'allais dire par rapport à l'amour, il y a tellement de choses à dire. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on désire tous rencontrer l'autre moitié, son âme sœur. Mais malheureusement, on met derrière tout ça beaucoup, beaucoup de peur. Et on s'en rend même pas compte, mais on a en fait très, très peur. Et pourquoi on a peur? Ben, des fois, on n'est pas toujours conscient pourquoi on a peur. Parce qu'effectivement, il y a des moments, voilà, on se dit, j'arriverai pas, ça sera pas possible parce que j'ai tellement souffert auparavant, j'ai tellement été mal auparavant, j'ai tellement eu de déceptions auparavant, je me suis trompée tellement de fois que encore cette fois, ça va pas aller, ça va pas fonctionner, je vais me faire du mal. Et puis, je vais tellement tomber encore plus bas que j'arriverai plus à me relever. Et ça fera encore plus mal que les fois précédentes. Parce que chaque fois qu'on tombe, on se fait toujours plus mal, surtout en amour. Alors, malheureusement, c'est vrai que cette peur, on peut la mettre partout dans notre vie. Peur du changement, peur de se lancer dans quelque chose, peur de tenter de réussir dans quelque chose, peur d'être soi-même, peur de montrer réellement qui nous sommes aux autres. Donc ce mot peur nous suit continuellement dans notre vie, sans arrêt, et surtout dans l'amour, parce que l'amour c'est quelque chose où il faut complètement se laisser aller à l'autre, ne plus s'empêcher d'être pleinement qui nous sommes et de ne pas avoir justement peur de montrer notre véritable jour, notre personne sans porter un masque, parce que souvent nous portons un masque. Et nous avons été habitués à porter un masque, parce que nous avons été élevés d'une certaine façon, en disant il faut être comme ci et pas comme ça, il faut faire comme ça et pas comme ça, il faut dire ça et pas autrement, il faut être gentil. Ah là là, et malheureusement, on emmène ça avec nous pendant beaucoup d'années. Et lorsqu'on rencontre l'amour, finalement, on se rend compte que cet amour, qui logiquement devrait être quelque chose de merveilleux et de formidable et tout, ça nous empêche finalement à un moment donné, de nous dire, voilà, maintenant, ok, c'est super, et puis maintenant, je me lance complètement dedans, j'y vais, mais j'y vais en sachant que, de toute façon, il faut que moi, je tente, parce que tant qu'on n'a pas essayé la relation avec l'autre, on ne peut pas savoir. Peut-être que ça sera encore une fois quelque chose qui n'aboutira pas à ce qu'on espérait, mais on ne peut pas savoir. Et peut-être, je disais tout à l'heure, peut-être que c'est la bonne personne finalement qui se présente à nous. Et cette personne, elle est là dans notre vie finalement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et si on a peur, en fait, c'est vivre l'instant présent. On a peur. Oui, c'est d'être dans l'instant présent, c'est d'être aussi conscient que la vie, c'est un recommencement, oui. Qu'on a pu vivre peut-être des relations magnifiques, mais qui se sont terminées. Et puis que nous aussi, on a changé, parce que sur notre chemin de vie, on change aussi. On n'est pas toujours les mêmes. On n'est pas la personne qu'on était il y a même des fois 6 mois en arrière, une année. Donc, on arrivera toujours à rencontrer des personnes différentes qui correspondront à ce que nous sommes aujourd'hui, maintenant, dans notre vie. Donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Alors peut-être que ce qui n'a pas marché auparavant, cette fois, va marcher réellement dans nos vies. Pourquoi? Dans notre relation. Parce que nous, on a mûri, on a compris des choses, on a changé, on a évolué. Donc, on va avoir une attitude très différente par rapport à l'autre et par rapport à nous. Donc, d'abord, c'est « je m'aime ». Et en aimant qui je suis, je peux laisser arriver l'autre dans ma vie et je lui fais la place qu'il lui mérite. Parce que moi, je me suis fait aussi de la place pour moi. Et j'ai balayé le mot « peur » de ma vie. En tout cas, par rapport à la relation amoureuse. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très beau ce que tu dis, on sent que ça vient vraiment du fond de toi, puis c'est tellement basique et simple que la plupart des gens ont tendance à l'oublier, alors que finalement la base c'est d'être capable de s'accepter soi-même, de s'accepter comme tu dis avec tous ces changements, avec tout ce qui t'arrive dans ta vie,
Sinon, tu n'es pas capable de regarder l'autre et l'autre ne peut pas te voir sous ton meilleur jour, sur le jour qui fait que lui va tomber amoureux de toi parce que tu es l'idéal pour lui à ce moment-là. C'est très beau ce que tu dis, Aurore. Vraiment. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces bulles d'Aurore, parce que c'est une mini bulle que Aurore nous fait ce soir sur Miasma TV dans la rubrique d'Aurore. Mais j'avais une question, moi, à poser à Aurore et puis à Lily aussi, même à Philippe. Est-ce que l'amour éternel existe vraiment, Aurore ? Bien évidemment. Moi, par exemple, ce que je sens, c'est que la peur, c'est vraiment la gangrène qui tient ce monde, enfin, nous tous. Et l'antidote, c'est l'amour, quand tu regardes bien. Parce que l'amour est l'ultime clé qui ouvre toutes les portes du bonheur. Voilà. Ça, c'est de Bouddha. L'amour éternel, je crois que la plus belle histoire d'amour, c'est celle qu'on vit avec soi-même. Parce qu'il faut parfois beaucoup d'années pour finalement apprendre à s'aimer réellement, totalement, tel que nous sommes, sans faux semblant, sans hypocrisie, sans... Voilà. Se regarder devant une glace, complètement nu, et accepter notre corps, accepter notre visage, accepter tous nos défauts, et aussi être capable de se montrer à l'autre tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos imperfections, avec nos défauts. Donc la plus belle histoire d'amour qui dure toute une vie au-delà, c'est notre propre histoire d'amour, avec qui nous sommes, l'être merveilleux que nous sommes. L'être divin. Alors justement, moi je voudrais réagir un peu dans cette idée, tu disais au fond, voilà, c'est peut-être la bonne personne, mais moi j'ai cette croyance que toutes les personnes en fait sont les bonnes personnes au bon moment, tu vois, et que l'amour ça s'apprend. Et c'est ça qu'on nous dit pas. Pour moi, il y a un peu je fais souvent le parallèle entre les gens qui justement ne veulent plus aimer parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils sont tombés en amour, tu vois. Et je dis, c'est un peu comme si un enfant qui apprend à marcher, il est tellement tombé qu'il dit, je veux plus marcher. Et c'est parce qu'il va recommencer, qu'il va être persévérant et qu'il va apprendre progressivement, qu'il va être capable en fait de marcher, puis après de courir, de sauter, de danser, etc. Pour moi, l'amour, c'est un peu pareil. C'est que on a un apprentissage à faire. D'abord, on doit, je crois, se débarrasser de toutes les héritages psychologiques qu'on a reçus dans notre vie et de ces identifications qu'on a eues avec nos parents, tu vois, qui nous ont aimés d'une certaine manière et qui eux-mêmes, en fond, n'ont pas eu le mode d'emploi, n'ont pas appris à s'aimer eux-mêmes, donc qui du coup ont amené des biais et ont créé des blessures. Justement, ces blessures, on doit les guérir pour pouvoir accueillir l'amour véritable. Et donc, chaque personne qui vient, même si on la vit, on peut vivre les choses comme des échecs, mais il y a cette fameuse phrase qui dit la réussite, c'est de transformer l'échec en opportunité. Donc, c'est un peu ça. L'autre vient, peut-être admettons, il nous trompe, il nous trahit, ce que tu veux, nous abandonne, il nous rejette, on est désespérés. Mais en même temps, de ça, on en apprend quelque chose. Enfin, du moins, je crois que c'est l'objectif, tu vois. Et quand tu apprends, tu te rends compte avec le recul que cette personne-là, effectivement, ne te correspond pas dans ton être véritable, puisque plus tu avances, plus tu deviens qui tu es. Enfin, plus tu te libères de cette peur qui t'empêche d'être qui tu es. Voilà. Et pour répondre à la question d'Antoine sur est-ce que l'amour peut être éternel, pour moi, l'amour est éternel. C'est pas il peut être. S'il s'agit d'amour véritable, et donc j'entends par là l'amour, en fait avec un grand A, l'amour est éternel à mes yeux en ce sens qu'il survit à la mort. C'est pas parce qu'une personne meurt, pour être très terre à terre, c'est pas parce qu'une personne meurt que l'amour cesse. Et de la même manière, si après on va aller un peu plus dans l'ésotérisme, si on est dans cette idée que la réincarnation existe, on se retrouve de vie en vie. Et je vais même aller plus loin, mais j'ai déjà un peu défendu cette idée dans une chronique, c'est que celui avec qui tu as passé un pacte d'évolution à travers le temps, à travers les incarnations, peut parfois venir dans ta vie, te violenter d'une certaine manière, t'abandonner ou te trahir, parce que tu en as besoin, parce que ton âme en a besoin, pour comprendre que justement elle est amour, et que tout n'est que amour et opportunité de vibrer la vie, de se rencontrer soi, voilà, pour rejoindre la pensée que Aurore vient de développer.
Ok, bon, mais Dino, je pense qu'on a notre réponse. Ah oui. Puis moi, je pourrais rajouter que je suis entièrement d'accord avec eux. Tout ce qu'ils ont dit, c'est celui qui l'a dit, il a raison. Voilà, ils ont tous raison. Rien à redire. C'est juste simple, en fait. Les choses, l'amour, c'est simple, de toute façon. C'est quelque chose qu'on éprouve et quelque chose qu'on est capable de donner aux autres. Fait qu'on le sait tout de suite. C'est forcément éternel. C'est obligatoire. Ok. Bon, en tout cas, l'amour, c'est un vaste sujet. C'est le sujet de la Saint-Valentin. On va pas s'étendre là-dessus parce qu'il faudrait des émissions de 10 heures pour pouvoir aborder ne serait-ce que le début du thème. Mais avec amour rime et altruisme. Non, ça rime pas. Pareil, ça ne rime pas, mais ça vibre pareil. Et l'altruisme, Lily, tu voulais en parler? Oui. Alors, mes chers amis terriens, je voudrais donc aujourd'hui vous parler d'un instinct premier chez l'humain, l'instinct d'altruisme. Car oui, mes amis, l'altruisme est un instinct, une tendance naturelle de l'homme, au même titre que l'instinct de survie. Nombre d'entre vous l'ignorent, et je comprends que de prime abord, cela puisse vous sembler aberrant. Je sais que la plupart d'entre vous croient en l'idée que l'homme est égoïste par nature. Certains même objecteront d'emblée, en soulignant par exemple le caractère peu prêteur des enfants en bas âge. Ou bien encore, ils affirmeront, comme une évidence, le fait que l'intérêt collectif et l'intérêt individuel sont inconciliables. Hélas, vos sociétés humaines cultivent de nombreuses idées reçues. Mais heureusement, il existe aussi, au sein de vos universités, des chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Dans leur laboratoire, ils observent les jeunes enfants, justement. Par exemple, des bébés de 6 mois, qui, du fait de leur jeune âge, sont encore peu imprégnés par les modèles culturels de l'environnement. Ils constatent que ces bébés cherchent naturellement à aider un adulte en difficulté. Ils constatent également que les enfants réservent leur préférence à des personnages bienveillants plutôt qu'à ceux qui discriminent les autres. Et tout cela, en vérité, n'a absolument rien d'absurde. L'homme est un être social. Il ne saurait se passer des autres. Et plus encore, l'individu dépend pour sa survie de la force et de la sécurité que lui offre le groupe. De ce fait, il est parfaitement logique que l'humain soit naturellement prédisposé à se montrer solidaire, bienveillant et altruiste. En ce qui concerne les enfants peu prêteurs de leurs jouets, il faut comprendre que les humains apprennent par l'imitation. Il y a des stades dans le développement de l'enfant. Et jusqu'à un certain âge, il ne sait pas jouer avec l'autre, ou du moins qu'en se synchronisant avec lui. Avant l'âge de 3 ans, la mise en place d'une coopération complémentaire est impossible à réaliser. Le cerveau n'est pas assez mature. Et l'enfant a encore besoin d'imiter, il a besoin même d'abord de l'imiter, cet autre, avant de pouvoir interagir de manière collaborative avec lui. Mieux encore, c'est précisément en se synchronisant au comportement de l'autre que le petit être entre en relation. Ainsi, observez 2 enfants de 2 ans qui jouent ensemble. Ils ne font que reproduire les mêmes postures de manière continuelle. Le premier tape des mains, le second tape des mains. L'un prend une voiture, l'autre prend une voiture. Et le problème, en vérité, à ces âges-là, c'est lorsqu'il n'y a qu'une voiture. Le conflit vient non pas de leur refus de partager, mais du fait que lorsqu'il n'y a qu'une voiture, les enfants ne peuvent pas synchroniser leurs attitudes. Pour ce qu'il en est maintenant de la divergence entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, je répéterai ce que j'ai déjà dit dans ma chronique numéro 12 consacrée à la solidarité. Il est dans l'intérêt personnel de chacun que nos congénères soient prospères. Si mon voisin est en difficulté, il ne pourra pas participer à la croissance collective. Et pire encore, il sera à la charge de chacun. Si l'autre est en difficulté, d'une manière ou d'une autre, j'en subirai les conséquences. Cette idée, en fait, est d'une logique évidente, même si elle va à l'encontre de la croyance commune. Mes très chers enfants de la Terre, vous faites peu à peu le chemin vers cette compréhension. Et bientôt, vous vous souviendrez de ce qui fait votre véritable nature. Vos systèmes de management commencent à le comprendre. La solidarité et la bienveillance sont précisément les ingrédients qui rendent une équipe
performante. Et c'est logique, car la synergie est porteuse de richesse, de complémentarité. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Humain, la seule limite à votre altruisme, c'est la limite que vous donnez à ce que vos chercheurs nomment le cercle du nous. Le cercle du nous, c'est votre famille, votre cercle d'amis, ce périmètre affectif dans lequel vous tissez des liens les uns avec les autres. Car il existe chez l'homme un autre instinct primaire fondamental, l'instinct grégaire. C'est une disposition naturelle et spontanée en chacun que de se montrer fidèle à son clan, de lui réserver favoritisme, solidarité, protection et indulgence. Ainsi, lorsque l'un des nôtres a besoin de soutien, on lui accorde facilement, là où généralement on se sent indifférent au sort d'un inconnu. Plus encore, l'humain a naturellement tendance à prendre la défense des membres de son clan, même si celui-ci a mal agi et même s'il est en tort. Notre capacité à définir un ordre de préférence et de priorité entre les êtres supplante donc spontanément l'instinct d'altruisme. C'est du moins la compréhension qu'en font aujourd'hui certains de vos chercheurs en sciences sociales. En tant que vénusienne, je ne peux que vous encourager à remettre en cause toutes les idées reçues dont vous êtes abreuvés depuis votre plus tendre enfance. Ne croyez pas simplement les évidences trompeuses qui vous sont enseignées. En intégrant ces nouveaux concepts, vos groupes d'appartenance cesseront de condamner votre espèce à l'indifférence, à l'individualisme, à l'égoïsme, en valorisant d'autres modèles, en changeant vos représentations de la nature humaine, en transformant l'image que vous vous faites de vous-même. Vous pourrez enfin renouer avec ces instincts primaires de solidarité, de compassion, de bienveillance, de fidélité et d'altruisme. Amis terriens, plus vous reprendrez conscience de l'immensité véritable de votre être, plus vous éprouverez le sentiment d'une reliance qui nous unit tous, individuellement et collectivement. Alors, ouvrez-vous, épanouissez-vous, cessez de vous enfermer dans un fatalisme condamnateur dans lequel vous vous enfermez vous-même. Élargissez le cercle du jeu, car vous élargirez le cercle du nous. J'espère qu'après cette sagesse de vénusienne, vous allez repenser à la petite vidéo qu'on vous a passée tout à l'heure avec Vincent Macario, et que cette idée d'altruisme, aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, eh bien voilà, vous allez regarder les personnes qui sont là, qui ne pourront pas avoir votre chance de pouvoir la fêter, et puis peut-être leur donner les 20 € pour la Saint-Valentin. En tout cas, Lily, je te remercie, c'était vraiment encore une fois très juste, comme à ton habitude. Et tu vois, j'avais pas fait gaffe que effectivement, pour les enfants en bas âge, quand il y a un seul jouet, c'est pas de la jalousie de vouloir prendre l'autre, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se synchroniser. Et ça c'est très révélateur. Bah merci Antoine. Nino, tu voulais rajouter quelque chose? Non, oui, sur ce que tu disais, le mimétisme, c'est comme ça que tu apprends quand tu es un être humain et que tu es un enfant. Tu es obligé de reproduire ce qu'il y a autour de toi, tes parents, tes amis, ta famille. C'est obligatoire. Si tu veux te construire mentalement, sereinement et sainement, tu n'as pas le choix de pratiquer le mimétisme. Et c'est vrai que cette histoire de jouer, en fait, on parle là des enfants, mais finalement, c'est un peu la même chose avec le monde des adultes. En fait. Bah bien sûr. Ça n'a pas fini. En fait, on se construit toute sa vie et non seulement on imite, mais on s'identifie, on imite, on assimile. J'invite les gens à aller voir les différentes étapes de l'apprentissage qui sont étudiées, tu vois. Et l'imitation est un des stades. On peut dire qu'on devient soi-même comme on apprend à écrire. Donc, on imite le modèle. Comme on a un A, tu vois, au tableau, la maîtresse, elle a fait un beau A, on a besoin du modèle. Et jusqu'à ce qu'on le mette à l'intérieur de soi, qu'on en fasse une représentation mentale. Et l'autre, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on l'imite, tant qu'on ne l'a pas mis à l'intérieur de soi, ce qu'on appelle l'introjection. Une fois que tu as ce modèle, il suffit de fermer les yeux et tu le vois, le A. Tu n'as plus besoin de l'avoir devant toi pour le reproduire. Et puis ensuite, tu as une étape encore supplémentaire, c'est le fait de s'approprier ce modèle pour en faire ton propre modèle. Donc, tu vas devenir toi-même en t'appuyant sur l'autre. Et de la même manière, tu vas faire ton propre A quand tu te seras détaché de ce modèle et que tu auras trouvé ta propre personnalité, en fait, quelque part. Mais ça concerne pas que les enfants.
c'est toute la vie qu'on agit comme ça. C'est le concept même de l'identité humaine qui est comme ça, qui est mobile, qui évolue, et qui fait qu'on a besoin tout le temps d'être dans des identifications pour pouvoir acquérir des qualités, puis ensuite s'en détacher. Et je vais faire le parallèle avec l'amour et les relations amoureuses. C'est qu'au fond, une relation amoureuse qui se termine, c'est une identification, au fond, qui a réussi. On a réussi à intégrer cet autre qu'on avait, tu vois, idéalisé parce qu'il avait des qualités que nous, on n'avait pas. On les a mis en soi. Et parce que voilà, on a appris quelque chose, alors, soit on est capable d'évoluer encore et de s'apprendre encore, soit on va changer de modèle. Et c'est la fin de la relation. Mais c'est pas la fin de l'amour. Puis une histoire qui se termine, c'est une nouvelle qui commence. On va dire. Exactement. Et je voulais juste préciser aussi pour les gens, parce que je parle de chercheurs, de recherche, etc. Donc je vais quand même citer un peu la source de ce que je dis. J'invite les gens, parce qu'il y a toutes les sources qui sont présentées dans le film qui s'appelle Vers un monde d'altruisme, qui est un documentaire qui a été réalisé. Alors il y a une contribution de Mathieu Ricard. Ça a été diffusé sur Arte. Il y a, je crois que vous pouvez le trouver en VOD. Voilà, Vers un monde de plus altruiste ou Vers un monde d'altruisme. C'est passionnant. Justement, Mathieu Ricard prête son cerveau aussi. Ils étudient la méditation et ils observent, font ces expériences sur les enfants et vous pouvez les voir en fait, très concrètement, voir comprendre le protocole et qui amène ces chercheurs à dire que l'altruisme est un instinct naturel et voilà. Donc tout ce que j'ai développé est en relation aussi avec ce qui est affirmé dans ce documentaire et qui relate les expériences de certains chercheurs. Voilà. Ok. Merci Lily. Merci à vous. Dino. Eh bien, pour la suite, on aurait Philippe qui voulait nous parler d'une plante que j'ai compris, d'après ce que j'ai compris, le cynorhodron. Donc en fait, ce serait une plante assez commune en fait. Hein. Le cynorhodron, oui, c'est une plante que tu trouves, oui. C'est une plante que tu trouves un peu partout, le Rosa arvensis. C'est l'églantier des champs. On l'appelle aussi le grade-cul. Ça fait des petits boules rouges, c'est ça? Ça fait des baies un peu rondes comme ça, là. Ovales, plutôt. D'ailleurs, c'est l'ancêtre de quasiment toutes les roses qui puissent exister. C'est pour ça que j'ai pris, puisqu'on avait déjà parlé de la Rosa gallica une fois, donc j'ai pas pu reparler de la rose, mais je pourrais aussi reparler aussi de la symbolique des bouquets, si ça vous intéresse. Ah bah oui. Oui, pourquoi pas. Donc, il n'a pas trop de propriétés, à part qu'il est astringent, diurétique, mais par contre, il a une particularité, c'est que il est extrêmement riche en vitamine C. Une seule baie, toute petite là, c'est 25 fois plus riche en vitamine C qu'un citron. Okay. Je ne sais pas si tu imagines. Hein. Et ça vaut à peu près 10 oranges. Une seule baie. Mais ça se mange? Je veux dire, je ne pensais pas que c'était comestible. Alors, tu l'ouvres en deux et dedans, tu as des poils. C'est pour ça qu'on appelle ça le poil à gratter, le gratte-cul, parce que en fait, quand on était petit, on se le mettait dans les affaires et ça gratte, Oui, c'est vraiment très irritant. Et pour ça qu'on l'appelle le gratte-cul. Il a un mauvais, mais si tu enlèves les poils à gratter, quoi, la baie, elle se mange. D'accord. Tout l'hiver, tu peux te faire une cure de vitamine C surpuissante. Hein. Il y en a partout, ça pousse vraiment comme le chien dent. Enfin, par ici. Par chez nous, ça pousse même. Tu peux aller dans les forêts, t'en as, alors qu'il y a des monticules de neige partout, tu peux retomber sur des cynorhodons comme ça. D'ailleurs, la meilleure saison pour le cueillir, c'est juste après la première gelée. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre. Après la première gelée, donc tu peux le manger. Elle aime le froid, cette plante. En fait. Comment? Elle aime le froid, en fait, cette plante. Oui, mais il fleurit aussi au printemps, hein, comme toutes les autres. Mais il est en baie tout de suite après. Et la meilleure façon de les récolter, c'est tout de suite après la première gelée. Donc aussi, sa particularité, donc on peut aussi en faire des cataplasmes pour les problèmes articulaires du genou. Tous ceux qui ont eu des accidents du genou, comme moi j'en ai eu un, genou droit, c'est extrêmement efficace. On m'a toujours demandé pourquoi j'avais récupéré assez vite, parce que j'avais eu une ligature des ligaments internes, plus le ménisque.
Et en une semaine, j'avais même plus les béquilles. Donc, je leur ai pas dit, mais en fait, j'ai fait des cataplasmes de cynorhodon. Voilà. Et c'est extrêmement efficace. Même pour les maladies du genou, on peut avoir des maladies du genou, je le conseille. Et donc, il n'y a aucune contre-indication. Il est aussi vermifuge. Voilà. Donc, on va un peu parler des plantes, on va dire. Oula, attends, on va mettre un carré blanc. Allez coucher les enfants. Là, ça y est, on est entre adultes. On va parler de choses sérieuses. Bon, c'est parti, on peut y aller? Tu peux. Bon, alors, je vais en dire quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup plus pour les hommes et pour les femmes, mais il y en a aussi des mixtes, c'est-à-dire hommes et femmes. Alors d'abord, on va commencer pour les hommes. Bon, bien sûr, alors ceux qui ont des problèmes, on va dire, un peu soutenus niveau prostatique. Il faut savoir que le système endocrinien démarre toujours de la thyroïde. C'est elle qui commande tout le système endocrinien. Bref, mais si c'est au niveau prostatique, je conseille l'épilobe à petites fleurs, épilobe hirsute. Après, bon, il y a aussi le piment qui est pas mal. Il y a le poivre de Cayenne, on va y aller tout doucement. Il y a le gingembre. Et bien sûr, il y en a une qui s'appelle le bois bandé. Voilà. Donc ça, c'est pour les hommes. C'est pour ça que je disais, je déconseillais. Donc on la trouve souvent en Guadeloupe, parce que j'ai passé quelques temps en Guadeloupe. Donc je parle un peu le créole, il n'y a pas de problème, ça a marché tout vite même. Donc on le trouve par là, on le fait en macérat dans de l'alcool et tu bois un peu de ça, je peux t'assurer que ça fonctionne vraiment très bien. Donc pour les femmes, on utilise surtout le maca ou le tribulus. C'est des plantes qui ne sont un peu qu'on trouve pas en France, surtout qui sont en Afrique par là. Après mixte, moi j'en ai noté quelques-unes qui sont pas mal. Alors ça fait et hommes et femmes. C'est la Muira puma qui accroît l'excitation. Alors celle-là est un peu dure à dire, c'est la yoimbre qui stimule l'appétit sexuel. Celle-là, il y a une amie qui l'a essayé, elle m'a dit que c'était pas mal. Et je vais dire quelques françaises quand même, parce que bon, il y en a beaucoup qui sont d'autres pays, mais on en a aussi en France, le ginkgo biloba. Il faut savoir que lui, en fait, il régénère le circuit, comme dans le cerveau, de toutes les synapses. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, il est très bon au niveau de la circulation sanguine. Donc, c'est l'afflux du sang en fait qui fait que en fait, il y a accélération, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi la passiflore, Passiflora incarnata. Mais elle, si jamais tu en abuses de trop, elle, au contraire, elle fait plutôt l'effet inverse. Donc, il faut la prendre à petite dose. Donc, elle accroît la testostérone et l'oestrogène chez la femme. Il y a aussi la Griffonia simplififolia, qui, elle amplifie le système sexuel chez l'homme. Et ceux qui ont des petits problèmes, tu sais, de temps en temps, pendant l'acte sexuel, ils ont des petites pannes. Donc celle-là, elle évite ça. Ok, voilà. C'est en prévention. C'est pas. Et puis bien sûr, celle que tout le monde connaît, je suppose. Après, je crois que personne ne la connaît pas. Enfin, c'est le chocolat, qui a un effet de dopamine. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'en ai dit un peu pour tout le monde. Le ginseng aussi, qui est bon et pour hommes et pour femmes. Et le chocolat, c'est pour hommes et femmes? Oui, pour hommes et pour femmes. Alors, il faut toujours le prendre avant le repas. Ah bon? Jamais après. Pourquoi? Tu fais quoi après? D'une, parce qu'il fait l'effet inverse. Et de deux, il t'arrête la digestion. Et à toute heure, on peut... Il n'y a pas d'heure, non, on dit? Si tu manges avant un repas, si tu manges un peu de ça, cru, hein. Je ne parle pas du chocolat que tu achètes à un franc la tonne, le prix, là. Je parle du vrai chocolat cru, du vrai chocolat.
Oui, mais t'es pas obligé. Attends, il y a une marge entre les deux. On peut imaginer le chocolat du chocolatier, par exemple, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils y ont rajouté des ingrédients. Ah. Qui peuvent être. Donc c'est des fèves de cacao qu'il faut manger, quoi, en fait. Presque, ouais, voilà. Les fèves de cacao sont plus intéressantes, crues, parce qu'il y en a qui sont torréfiées. Et je conseille celles crues. Elles ont un petit goût d'amertume, mais elles sont vraiment excellentes. Celles qui viennent de Madagascar, j'en ai goûté. Elles sont vraiment magiques. Et j'ai une question, moi, à poser. Est-ce que mais peut-être tu l'as dit dans une autre chronique que j'aurais ratée, c'est possible aussi. Est-ce que tu parlais de la thyroïde, tu vois? Et il y a beaucoup de gens là qui souffrent de la thyroïde et il y a eu, tu sais, toutes ces histoires avec le médicament, là, peut-être vous en aviez parlé, je ne sais pas. Le lévothyrox. Ah, le lévothyrox. Et donc, il faut savoir que dedans, il y a un additif qui est, en fait, il est vraiment néfaste. Oui, mais ce que je voulais savoir, moi, c'est est-ce que tu as des conseils concernant les gens qui ont un problème de thyroïde, sachant que j'imagine que, comme tu l'as dit, ça a un impact sur... Tout le système endocrinien. Alors, quand je dis tout le système endocrinien, pour les femmes, tu as la thyroïde, après tu as les ovaires, tu as le pancréas, etc. Et pour un homme, ça rénal, voilà. Tout le système. C'est elle qui commande, c'est elle la chef. Donc si tu soignes là, en fait, et tu soignes le reste, c'est tout bête, en fait. Et donc, il y a des plantes pour les mecs? Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais te les dire de tête, parce que c'était pas prévu. Donc, la meilleure, et ça n'a pas l'air comme ça, c'est l'huile de noix de coco. Ok. Elle est exceptionnelle. Après, tu as l'huile de pépins de courge. Je l'ai dit, c'est pas dans l'ordre, mais je te le dis comme ça. Donc, après, tu as l'Echinacea purpurea, l'Echinacée pourpre, ou la rudbeckia. Après, tu as la Christ marine, le sérum de Quinton, l'eau de mer, le romarin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des variations en fonction de hyperthyroïdie, hypothyroïdie? Il y a des variantes. Alors, ceux qui ont, je les confonds toujours les deux, mais ceux qui ont une hyperthyroïdie, je déconseille le plasma marin. Ça peut avoir un effet contraire. Donc, oui, c'est plutôt l'huile de coco qui est vraiment top. Ok. Merci beaucoup. Et la spiruline aussi, qui est pas mal. Alors, la spiruline, pour l'assimiler, ce que je conseille, ce que je dis, que tu la mettes dans un jus de pomme ou du jus d'ananas, n'importe quoi d'autre, le principal, c'est de rajouter un demi-citron. Parce que c'est lui qui va fixer la vitamine D et le fer dans ton corps. Autrement, tu as une perte. Et je la conseille plus en poudre ou en paillettes qu'en comprimé. En comprimé, c'est fait en machine. Et du coup, c'est chauffé et ça perd toutes ses propriétés, toutes ses qualités. Après, la spiruline que moi j'achète, j'ai tout essayé parce que j'ai une hypersensibilité des sens et de mon corps. Et donc, du coup, la moindre chose, ça passe pas. Celle que j'achète et que je revends, elle vient du lac Titicaca, la cordillère des Andes. Donc, elle est cultivée par un groupe qui s'appelle Marinoré Aquabé, qui se trouve à l'Esconil, dans le 22, en Bretagne. Donc, je me sers chez eux et je la revends, en fait. Celle-là, c'est la meilleure que j'ai trouvée sur le marché. Au niveau qualité, parce qu'elle est faite sous vide, aucune oxydité, elle est vraiment exceptionnelle. C'est celle que je conseille. Alors, c'est bien joli, toutes ces on va dire, ces baies, ces petits trucs à rajouter, etc. Qui parmi vous en a déjà utilisé? Allez, tiens, on va poser la question à Aurore. On parlait de spiruline tout à l'heure. La spiruline, moi, je l'ai déjà utilisée. Et après, on parlait de ginseng. Il y a aussi, le matin, je prends toujours du citron avec du gingembre. Donc, le gingembre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le ginkgo biloba, bien sûr, aussi. Tu nous fais peur là, Aurore. En fait, finalement, tu les as tous utilisés. Alors, je sais pas si c'était pour te motiver, mais
Non, mais parce qu'il y en a pour la mémoire, il y en a pour la vitalité, il y en a pour... Oui, non, mais là, je te rappelle le voilà. thème. Là, c'était ni la mémoire ni la vitalité, là. Ah non, ça n'a rien à voir avec tout ça, je suis vraiment désolée, mais non, absolument pas. Donc voilà, je savais pas qu'on pouvait attribuer à ça un peu ce côté aussi, voilà, plus glamour, un peu, voilà, mais bon, non. Non, c'était vraiment pour la mémoire, pour la vitalité. Ouais, d'accord. Dino, toi, t'es déjà... Ben moi, je sais pas, non, j'ai 31 ans, bientôt 32, ça va, tout va très bien. Pas besoin de petits chocolats? Bon. Non, pas besoin de petit chocolat, ça va très bien. Ok. J'espère le plus tard possible. Voilà. Bon, et puis Lily, du coup, on lui pose pas la question, vu qu'elle s'est renseignée sur le chocolat, voilà. Bah non, mais moi, en fait, à l'inverse, c'est que je me dis que je mange peut-être trop de chocolat. Ah. Donc, beaucoup de libido. Ça dépend si tu le manges après le repas, hein, t'as compris. Ah, mais à toute heure, je t'ai dit à toute heure, Antoine. À toute heure, pardon. Il y a toujours la molécule quand même qui fait effet, donc même si c'est du chocolat un peu... Bah, voilà pourquoi les gens se sont battus sur les pots de Nutella. Voilà, on a l'explication grâce à Philippe. Ah. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est à Saint-Valentin, et donc à la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on offre? Du chocolat. Et voilà. Mais à manger avant les repas. Voilà. Oui, Philippe. Oui, pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête comme les autres, comme Noël, etc. C'est fait pour vendre, pour voilà, nous piquer des sous. Si vous voulez fêter l'amour, fêtez-le tous les jours. Ah, c'est Dans beau, un ça. couple, l'amour se fête tous les jours. Oui, mais alors, Philippe, alors tu sais, Philippe, moi j'aimerais juste dire quelque chose. C'est vrai qu'il faut fêter l'amour tous les jours, mais quand même, je trouve que c'est beau de fêter un jour particulièrement l'amour pour la Saint-Valentin. Juste ce jour-là, parce qu'on peut dire je t'aime à quelqu'un, à un ami, une amie, à un parent. On peut dire je t'aime, voilà, n'importe qui, mais qui est quelqu'un qui nous tient à cœur, qui est dans notre cœur. Donc c'est une fête de l'amour, la Saint-Valentin, voilà. Vous n'allez pas me contrarier, je pense, à ce que je viens de dire. Non, c'est vrai. Et si tu te rappelles bien d'une conversation qu'on a eue l'année dernière, Aurore, tous les deux, justement à la Saint-Valentin, on s'était dit que ce serait pas mal de lancer l'idée de faire la Saint-Valentin de l'amitié pour que voilà, les gens qui n'ont pas forcément des amoureux, des amoureuses, puissent quand même faire leur Saint-Valentin en disant je t'aime à leurs amis. Ouais. Non, c'est vrai. Tout à fait. Oui. Bon, ben en tout cas, moi les amis, eh bien, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin. Voilà, je vous aime. J'espère que ça ira très bien pour vous. On vous retrouvera dans 2 semaines et dans 4 semaines pour Philippe parce qu'il va avoir une petite opération de l'épaule, il me semble, Philippe, c'est ça? Du coude. Ok, c'est un peu plus bas, mais c'est pareil. Mais tu seras quand même là avec nous parce qu'on a préenregistré une petite séquence ensemble, voilà. Et puis voilà, il y a aussi une pensée pour ceux qui sont dans la rue. N'hésitez pas à diffuser la petite vidéo 20 € pour la Saint-Valentin. Et puis voilà, si vous pouvez faire aussi le geste mais auprès de 2 personnes qui sont dans la rue et qui vivent près de chez vous, eh bien ça sera pas mal. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Merci à vous. Ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut, merci. Son corps est un hymne à la vie, princesse des 1001 nuits, déesse lunaire au sein charnu, femme de la ville, fille des rues. Elle a la grâce d'un autre temps, celui de Rodin, Baudelaire ou Rembrandt. Ses hanches rappellent le terre sacré aux hommes comblés par tant de volupté. Avec elle, la vie a des allures de paradis voluptueuse. Elle s'élance et vous entraîne dans la danse. Généreuse, avec elle, la vie
a des allures de paradis voluptueuse. Elle s'élance et vous entraîne dans la danse. Sa seule présence est un soleil, une étoile filante qui vous ensorcelle. Ses lèvres appellent le goût du miel, ses cheveux glissent sur son corps de sirène. Elle porte l'espoir d'un autre monde où les doubles croches laissent la place aux rondes. Et le paysage illimité, promesse de paix et de fertilité. Généreuse avec elle, la vie a des allures de paradis lumineuse. Elle vous ouvre les portes d'un univers qui soudain vous emporte. Généreuse avec elle, la vie a des allures de paradis lumineuse. Elle vous laisse entrevoir un univers de douceur et d'espoir. Elle est amour et liberté, muse éternelle au corps de fée. Rempart contre les bleus de l'âme, laissez-vous glisser dans sa gare.